Merci beaucoup pour l'introduction. Ah, je m'entends bien. Oui. Et bon, c'est un plaisir de vous raconter un peu de maths pendant 1 heure. Donc, je me souviens que j'étais aussi invité à faire un exposé, enfin un mini-cours à la première année de la fondation d'Amar. Donc, ça fait, je ne sais pas combien d'années maintenant, mais je vous laisse trouver. 8 ans, 9 ans, donc c'est une sorte de comeback. Donc j'ai décidé de parler d'un sujet qui est donc les invariants des formes binaires. Alors ces formes binaires, ça ne doit pas vous dire grand-chose, parce que c'est du vieux vocabulaire. C'est comme ça que les mathématiciens du XIXe siècle appelaient donc des polynômes à 2 variables. Donc, et j'ai choisi ce sujet, quand bien même ce n'est pas du tout mon sujet de recherche. Moi je fais plutôt de la topologie, de la théorie des nœuds, mais bon, je me suis dit que c'était un sujet d'une part qui est élémentaire, donc qui se prête bien à raconter devant des étudiants de master 1. C'est un sujet qui est, malgré le fait qu'il soit élémentaire, il est connecté à la recherche actuelle. Donc vous allez voir que je vais poser quelques questions dont la plupart sont encore ouvertes de nos jours, quand bien même les gens se la posent depuis à peu près 1840, qui est le début de la théorie. Et puis c'est un sujet donc qui a une histoire, ça que j'aime beaucoup, c'est une histoire assez longue, assez rocambolesque. Il y a eu plusieurs contributions majeures et il continue quand même à poser des questions. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie des invariants. Donc la théorie des invariants, c'est une théorie algébrique telle que je vais la présenter, mais qui parle de géométrie, et je vais essayer de vous expliquer quel type de géométrie est caché derrière. C'est la géométrie projective, et la géométrie projective, je pense que vous n'êtes pas trop familier avec ça. Enfin, en tout cas, je me suis parti du principe que vous ne l'étiez pas. Et donc, je vais essayer de vous introduire un peu ces idées-là. Donc, pour commencer l'exposé, donc j'imagine que vous êtes assez fatigué, ça fait 3 jours que vous écoutez des exposés, donc n'hésitez pas à m'interrompre, je suis tout à fait prêt à m'arrêter, à faire la moitié de ce que j'ai prévu, ça ne me dérange pas du tout. Donc, pour expliquer ce que c'est qu'un invariant d'un polynôme, je pense que le plus simple, celui que tout le monde connaît, vous avez lu mon résumé, j'imagine, c'est de considérer le polynôme ax2 plus, donc je vais mettre un 2 ici, pourquoi pas, 2bx plus c, et de regarder ce qu'on appelle le discriminant de ce polynôme. Donc évidemment, on connaît, j'espère que vous connaissez ça, hein, donc b2 moins ac dans ce cas-là. Et on sait très bien que si on veut comprendre les racines de ce polynôme de degré 2, on a intérêt à calculer assez vite ce delta, et puis en particulier si delta égale à 0, alors bon, je vous rappelle les choses que vous savez tous, hein, on a 2 racines, on a une racine double. Delta positif, on a 2 racines réelles. Et delta négatif, on a 2 racines complexes conjuguées. Et puis même, on sait exprimer les racines explicitement à l'aide de la racine de delta, etc. Et donc la problématique de mon exposé, et la problématique de la théorie des invariants, au moins dans ses débuts, ça serait de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un polynôme de degré supérieur? Est-ce qu'il n'y aurait pas... Donc la question, la problématique générale, en fait, qu'est-ce qu'il existe en degré supérieur? Alors cette question est un peu vague. Donc ce que j'imagine qu'on vous a dit depuis que vous êtes petit, que vous ne pouviez pas calculer explicitement les racines d'un polynôme de degré 5 ou plus. C'est aussi à la même époque que les gens ont démontré ça, donc Abel puis Galois. Donc quand je dis qu'est-ce qu'il existe, je ne parle pas de formules explicites qui permettent de calculer les racines du polynôme. Parce que ça, on sait, en tout cas, on savait que ce n'était pas le cas. Donc ce que je cherche, c'est plutôt des expressions du type delta, donc des expressions polynomiales dans les coefficients du polynôme, qui ont des propriétés plus intéressantes que les autres, comme delta. Et donc, avant de dire quelles sont ces propriétés, justement, regardons quelles sont les propriétés de delta. Donc, delta a des propriétés d'invariance. Et faisons un peu la liste. Donc, invariance, ça veut dire que si je modifie mon polynôme par une certaine opération, le delta, le discriminant est le même. Donc, j'en ai dénombré 3. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle au lycée la forme canonique. Donc c'est vous modifiez votre polynôme p de x en p de x moins alpha. Vous faites une translation, d'accord? Et vous pouvez faire le calcul, regarder les nouveaux coefficients et vous vous rendrez compte que le discriminant n'a pas changé. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous modifiez
Donc c'est évidemment comme ça qu'on trouve le discriminant quand on ne le connaît pas, d'accord? En faisant ce genre de transformation, on va annuler le coefficient b, et puis vous allez avoir x2 moins delta. Donc bon, je ne vous cache pas que c'est évidemment assez vite vu. Donc ça c'est invariant, c'est une transformation qui laisse invariant delta. La deuxième, elle est un petit peu plus subtile, c'est une sorte d'homothétie, c'est-à-dire que j'ai envie de changer x en lambda fois x. Alors si je fais ça, vous allez voir que ça va multiplier a par lambda 2, b par lambda et c par rien. Ça ne marche pas, donc je vais faire un tout petit peu je vais faire lambda moins 1, p de lambda x. Et alors si vous faites le calcul, vous voyez que en fait, ça va multiplier a par lambda et c par lambda inverse, et sans changer b, ça ne change pas delta, ça marche, c'est invariant. Donc ça c'est une sorte de translation, c'est une sorte d'homothétie. Et le 3i, c'est la propriété qu'on n'imagine pas trop au début, mais quand même, je vais vous le faire remarquer, c'est que si vous prenez le polynôme réciproque, c'est-à-dire vous le lisez dans l'autre sens, il a le même discriminant. Donc si vous faites p de x donne, alors le polynôme réciproque, donc je l'écris dans l'autre sens, si vous voulez l'écrire, ça fait x-2, x2, p de 1 sur x. D'accord, donc bon, ça n'a pas l'air d'être un polynôme, mais si vous le développez, vous voyez que c'en est un. Et je vous laisse vérifier que, effectivement, c'est invariant. D'accord ? Et donc, l'exercice que je vous laisse pour vous, c'est assez facile, je ne vais pas le faire, c'est de voir que tout polynôme en ABC, d'accord, donc un polynôme quelconque en ABC qui serait invariant par ces trois transformations, donc invariant par 1, 2 et 3, est en fait un polynôme en delta. C'est-à-dire que c'est une expression polynomiale de delta. Et de la forme Q de delta pour un certain Q, un polynôme. Bon, je vais prendre un coefficient complexe pour ne pas trop m'embêter ici. Bon, c'est de x. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, delta est le seul invariant. Donc le discriminant, c'est effectivement la seule chose que vous pouvez calculer qui serait invariant par ces trois transformations. Et ça lui donne un statut de pourquoi est-ce qu'on a envie de l'étudier lui ou de le calculer lui plutôt qu'un autre. Puisque tous les autres seront des polynômes en celui-là. Et donc, je vais reformuler un petit peu. Donc la question en général, ça va être quels sont les invariants par ces trois transformations pour un polynôme de degré quelconque. Okay, donc c'est ça la question que je vais poser, mais je vais tout de suite, avant de l'écrire complètement, la reformuler de manière plus agréable. Donc reformulation en faisant déjà intervenir un petit peu de géométrie projective. Et pour l'instant, vous n'allez pas trop voir qu'est-ce qui est projectif là-dedans. Donc je vais faire intervenir un groupe. J'ai mis trois transformations. Je les ai écrites comme ça, mais en fait, derrière ces trois transformations, il y a un groupe. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà lequel c'est. Un groupe qu'on aime bien, que j'aime bien, qui est caché derrière ces trois transformations. Non. Bon, c'est pas grave, il va apparaître tout de suite. Donc on va identifier. Donc on identifie. Donc je vais appeler, maintenant je vais placer en coefficient complexe. Donc CD de x, ce sont les polynômes de degré d au plus, d'accord? Donc CD de x, ce sont des expressions de la forme somme des AI x puissance i, de i égale à 0 jusqu'à d, à un espace que j'appelle V indice d, qui est l'espace des polynômes de degré à deux variables de degré d, homogènes de degré d. Donc l'ensemble des polynômes, c'est très simple, vous allez voir, polynômes en xy, homogènes de degré d. Je vais peut-être utiliser la moitié du tableau pour gagner un peu de place. Homogène de degré d. Donc si vous avez un doute sur ce que c'est qu'un polynôme homogène de degré d, je vous dis tout de suite que la somme des AI xi, je vais simplement lui associer somme des AI x puissance i, y à la puissance d moins i. I égale à 0 jusqu'à d, tout simplement. Okay, donc je complète. X, je multiplie par un y pour que le degré total soit toujours égal à d. Donc c'est un petit jeu, évidemment, que ces deux espaces sont des espaces vectoriels de dimension d plus 1 qui sont parfaitement les mêmes. Mais je vais être beaucoup plus à l'aise avec le VD pour faire des petites transformations, donc je vous le dis tout de suite comment. Donc dans l'autre sens, si j'ai un polynôme p de x, y, si je veux lui associer un polynôme à une seule variable, simplement je pose y égale à 1. Donc je fais p de x1. Okay.
Donc effectivement, c'est bien, la bijection est comme ceci. Et si j'ai un P, donc si P de x, y appartient à V et D, eh bien, je peux y penser comme une fonction de C au carré dans C, simplement. On y pense comme une fonction, comme une fonction P de C au carré dans C. Hein, donc évidemment, à xy associe P de xy. Et pourquoi ça, c'est intéressant? Parce que mes trois transformations i, 2i et 3i, je vais les voir comme la précomposition ici de P par une transformation linéaire de C2. Donc je vais tout de suite donner les formules. Donc l'intérêt, c'est le suivant. C'est que la transformation petite i est en fait l'action P donne P rond. Donc, je vais composer, donc vous remplacez ici x et y par, eh bien, je vais l'écrire de manière plus P de xy, je le transforme en P de x moins alpha y, y. D'accord? Ça fait exactement la même chose. Poser y égale à 1, c'est exactement la même chose. La 2i, c'est P de xy. Alors là, je vais tricher un tout petit peu. J'ai mis lambda x, lambda moins 1 y. Alors si vous faites le calcul, ça ne va pas exactement la même chose. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué de poser y égale à 1. En fait, ça va donner la même chose si vous changez lambda en lambda au carré. Mais bon, c'est la même opération, d'accord? Si je mets, au lieu de mettre lambda moins 1, p de lambda x, j'écris lambda moins 2, p de lambda 2x, c'est la même transformation. Donc là, c'est juste modulo la petite transformation lambda dans lambda 2. Et puis la dernière qui semblait un peu arbitraire, d'accord? Pourquoi demander l'invariance par polynôme réciproque? Ici, elle est très claire, en fait. C'est simplement échanger x et y. Hein, donc p de xy va être envoyé sur P de YX. D'accord? Donc, simplement, mes trois transformations, ce sont les trois opérations linéaires ici. Donc, je peux l'écrire. On les écrit P donne P rond G. D'accord? Avec G qui est une matrice. Une application qui est en fait linéaire. Alors, je vais dans SL2 de C, alors je vais les écrire. Dans le premier cas, c'est la matrice 1 moins alpha 0, 1. Dans le deuxième cas, c'est la matrice lambda, lambda moins 1. Et dans le troisième cas, c'est la matrice 0, 1, 1, 0. Alors là, vous allez me dire, elle n'est pas dans SL2 de C. Non. SL2, c'est le déterminant égal à 1. Mais c'est pour ça que j'ai mis C, c'est parce que si je mets I ici, j'aurai quasiment la même chose. D'accord? Donc c'est une petite liberté que je me permets. Et ce que vous pouvez constater, enfin vous démontrer, c'est que ces trois familles de matrices, quand vous faites varier alpha et lambda, en fait, si vous les multipliez entre elles, elles engendrent tout le groupe SL de C. Quand vous pouvez, c'est une sorte de pivot de Gauss. Donc, ces matrices engendrent SL de C. Engendrent SL de C. Et donc, finalement, un polynôme est invariant si et seulement si par 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Si et seulement si, il est invariant par tout le groupe. Donc je vais donner maintenant ma définition, je vais préciser donc cette définition, la vraie définition, le truc qui va m'intéresser pendant cet exposé, la définition donc un invariant i, donc un polynôme, donc je vais regarder un polynôme dans les coefficients d'un polynôme, d'accord? C'est ça le truc. Donc j'ai un polynôme que j'appelle A0, donc les coefficients de ce polynôme, je les appelle A0 à indice D, comme ceci. Donc ça correspond à un polynôme P égale à la somme des AI xi, de i égale à 0 jusqu'à D, est invariant si i de P rond G égale à i de P pour tout G dans SL2. C. D'accord? Donc je vais dire que c'est ça que je cherche. Donc on dira que i est de degré K. Donc peut-être que vous constatez que delta, on a envie de lui dire qu'il est de degré 2.
Hein. Pardon? Non. Non, non, non. Alors, il y a deux choses. Il y a le degré du polynôme et il y a le degré de l'invariant, qui, dans le cas des polynômes de degré 2, est le même. Mais vous allez voir que ça va changer. On dit que i est de degré k si il est de degré k en A0, AD. D'accord? S'il est homogène de degré k. Bon, vous allez voir des exemples, ça va être clair. Homogène de degré k en A0 jusqu'à AD. Donc, exemple, delta, c'est un invariant de degré 2 des polynômes de degré 2. D'accord? Et la question, voilà, c'est en existe-t-il d'autres? Et la réponse est certainement, sinon je ne n'écrirai pas un titre pareil. Mais est-ce que vous en connaissez, est-ce que vous pourrez m'en donner un qui ne soit pas le discriminant delta des polynômes de degré 2? Est-ce que vous connaissez un invariant des polynômes de degré 3? Donc, bon, ça me permet de vous donner un exemple. Donc, en fait, ce qu'on appelle delta, c'est ce que vous connaissez peut-être entendu parler du discriminant d'un polynôme. Donc, le discriminant permet de savoir si un polynôme est à racine simple ou pas. Et le discriminant d'un polynôme est en général un polynôme dans les coefficients du polynôme. Okay? Donc, certainement, enfin, on espère que c'est un invariant. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, l'exemple, c'est en degré 3. Mais ça commence à être un peu compliqué et c'est tout le charme de cette théorie. C'est que les formules, elles coûtent un peu cher. Donc, vous prenez P égale à AX3 plus B X2 plus C X plus D. Et donc, vous connaissez peut-être pas le résultant, mais je vous donne une formule de toute façon. Donc, le discriminant delta, par définition, c'est le résultant d'un polynôme P et du polynôme dérivé P'. Donc, ce n'est pas au programme de la licence le résultant, mais je vais juste vous donner la formule. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, vous écrivez les coefficients du polynôme P, comme ceci, A, B, C, D. Et puis, on complète avec un petit 0 ici. Et puis, vous décalez ceci vers le bas, A, B, C, D. Et puis, après, vous allez écrire les coefficients du polynôme dérivé, P'. Donc, si on dérive P', on va avoir 3ax au carré plus 2bx plus c. Donc, je l'écris ici, 3a, 2b, c, 0, 0. Et puis, 3a, 2b, c, 0. Et puis, 0, 0, 3a, 2b et c. Je les fais tourner comme ceci. J'obtiens un joli déterminant de degré 5, enfin de taille 5. J'observe qu'il est divisible par a. Vous voyez ici, cette première ligne, il y a des a partout. Et donc, je factorise ce a. Et ce qui reste, ça va être un polynôme, cette fois-ci irréductible, que j'appelle delta. D'accord? Alors, si vous tenez, enfin, si vous avez envie de voir une formule, la voici. Delta, ça vaut, elle n'est pas que c'est très compliqué, mais quand même, B2C2 plus 18 ABCD, moins 27 A2D2, moins 4 AC cube, moins 4 B cube D. Ça là, on ne l'apprend pas au lycée. Ça commence à être un petit peu compliqué à retenir. Et pourtant, c'est quand même pratique. Parce que si je vous donne un polynôme de degré 3, personne ici n'est capable comme ça de trouver ses racines. Par contre, de calculer delta, il suffit de remplacer. Enfin, c'est très facile. Et de savoir si ce polynôme est à racine double ou pas. Donc, ce que j'affirme, c'est que donc, delta est un invariant. Donc, c'est un fait. Delta est un invariant des polynômes de degré. Donc ça, c'est vérifié. Vous pouvez vraiment vérifier que 1, 2, 3 sont encore satisfaits. De degré 4. Donc là, vous commencez à voir la différence entre le 4 et le 3 des polynômes de degré 3. Donc, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi c'est un invariant, parce que là, je vous ai créé une formule, de toute façon, je ne vais pas pouvoir faire tous les détails. Donc, mais pourquoi est-ce que c'est un invariant? Il y a quand même quelques petites idées intéressantes dont je me servirai. Que là, je vous ai présenté le truc sous une forme complètement, on va dire,
je n'ai pas utilisé le V indice D, là, le côté projective, la reformulation projective. Hein, j'ai pris un polynôme à une variable, P de x, et puis j'ai sorti une formule et je prétends que c'est un invariant. Donc pour l'avoir de la meilleure façon l'invariance, il faut évidemment se placer dans le cadre projectif. Donc il faudrait écrire P de x, y plutôt, comme donc une somme de coefficients, somme de AI xi, y à la puissance d moins i. Et donc là, je vous pose une petite question. Donc vous savez, bien sûr, qu'un polynôme, pourquoi on travaille sur C, c'est parce que c'est algébrique en clos. Et donc tous les polynômes ont des racines, d'accord ? Ils s'écrivent, ils se factorisent comme produit de facteurs de degré 1. Or là, je suis un polynôme homogène à deux variables. Alors à votre avis, comment est-ce que je vais dire la même chose ? J'ai envie de... Le fait qu'un polynôme se factorise, un polynôme à deux variables, il va se passer quelque chose aussi, non? Il ne mord pas. Ouais, je vous vois très... Non. Hein, simplement, ce que vous faites, c'est que vous écrivez le polynôme P de x, vous l'écrivez produit de x moins alpha i, les racines. Et maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on va dans VD? On homogénéise le polynôme, c'est-à-dire que les x restent des x et les constantes deviennent des y. Okay, donc en fait, ça va devenir une sorte de produit de x moins alpha y. Mais j'ai envie de le dire de manière que je trouve plus jolie, c'est que en fait, le théorème fondamental de l'algèbre, comme on dit, il a cette expression suivante. C'est que en fait, tout polynôme à deux variables, homogène, degré d, est un produit de polynôme linéaire, un produit de forme linéaire. En fait, c'est exactement la même chose. Hein, donc c'est écrit comme un produit de i égale à 1 jusqu'à d, de li de xy. En fait, si vous y pensez, enfin, je vous ai donné tous les arguments. C'est exactement la même chose. Où li de xy, li de xy, c'est une forme linéaire, c'est-à-dire c'est alpha i de x plus bêta i de y, une forme linéaire. Donc, donc factoriser un polynôme homogène, c'est l'écrire comme un produit de forme linéaire. Et une fois qu'on l'a écrit comme ça, le discriminant a une très jolie expression qu'il faut démontrer, que je ne démontre pas. Hein, on démontre que c'est mon deuxième fait, c'est que le discriminant delta a un signe près qui va dépendre de la dimension, un truc un peu pénible. Donc vous avez des formes linéaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez deux formes linéaires à deux variables. Donc elle a un alpha i, un bêta i, un alpha j, un bêta j. Eh bien, on pourrait calculer le déterminant. Ça devient une matrice de 2. Donc la formule qu'on obtient, c'est la suivante. Det li lj au carré pour i plus petit que j. Alors c'est une formule qu'on pouvait attendre parce que le discriminant s'annule quand le polynôme a une racine multiple. Alors, et avoir une racine multiple, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas deux fois le même li, mais en tout cas des li qui sont proportionnels. Alors, donc c'est clair que cette formule-là, si elle est vraie, elle correspond bien à l'interprétation qu'on a en tête du discriminant. Bon, en fait, elle est vraie, et je ne vais pas la démontrer. Mais une fois que vous l'avez établie, remarquez pourquoi c'est un invariant. C'est ça qui m'intéresse, c'est que si maintenant P, c'est le produit des li, et alors P rongé, donc vous composez P par une application linéaire, G. Vous suivez toujours ou ça va? C'est le produit des li rongés. Hein, donc vous allez composer l'application linéaire li par une application linéaire G déterminée. Donc si vous faites le calcul de delta de P rongé, ça c'était delta de P. Hein. Delta de P rongé, ça va faire au signe près, je suppose égal à plus, produit pour i plus petit que j, de déterminant de li rongé, lj rongé, au carré. Bon, et là vous me voyez peut-être venir. Hein, c'est que si vous avez deux formes linéaires li et lj, bon, en fait vous pensez que c'est des vecteurs dans ces deux plutôt, hein, vous les composez par g, c'est-à-dire que vous appliquez g, et vous calculez le déterminant après avoir appliqué une transformation linéaire g qui est dans SL2 de C. Hein, donc c'est la formule dite produit déterminant. Hein, le déterminant, ça c'est le produit du déterminant de li lj avec le déterminant de g, que g supposé égal à 1. Hein, donc simplement le fait que g est dans SL2, et la formule det de a rond b égale à det de a fois det de b, mais écrite de manière un peu comme ça, là. Ça vous donne que, en fait, ce déterminant, c'est le même, c'est le déterminant de li lj, et donc c'est delta de P. D'accord? Bon, je glisse sur des détails, hein, mais c'est pour vous
vous montrer pourquoi c'est un invariant. Et donc je vous donne à nouveau un exercice. Donc c'est de montrer que, qui sont des exercices pas très difficiles, hein, mais je n'ai juste pas envie de passer du temps dessus. Mais c'est intéressant, c'est de voir qu'à nouveau, delta c'est l'unique invariant. C'est-à-dire que, à nouveau, tout invariant des polynômes de degré 3 est un polynôme en delta. Donc c'est en quelque sorte la seule chose qu'il y a à voir. Donc c'est quelque chose de joli, hein, il faut le voir, le discriminant un polynôme de degré 3 c'est un truc important, mais essentiellement il n'y a que ça. Et on en est là donc en 1840. Donc j'ai envie de parler un peu de qui a introduit ces questions. Donc la question des invariants, elle a été posée explicitement en 1800, vers les années 1840, alors peut-être 41, 42, je plante peut-être, mais c'est pas ça, par un dénommé Boole. Vous avez entendu parler de Boole? Peut-être que les informaticiens connaissent les algèbres de Boole, hein, un mathématicien anglais de cette époque-là. Et il y a eu une espèce de collaboration par papier interposé, qui est très rapide, hein, en un an ou deux, autour de cette année-là, avec un dénommé Cayley. Hein, et qui a créé le début de la théorie, et Cayley a une œuvre monumentale. Donc, il y a un collaborateur et ami de Cayley qui joue aussi un rôle très important, qui est Sylvester. Okay. Donc à E3, c'est de l'école anglaise, hein, ils ont vraiment développé tout un tas d'invariants. Ils avaient une puissance de calcul qui est phénoménale, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé des formules que les gens ont retrouvées 100 ans après en faisant des efforts. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient vraiment leur sujet. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, en particulier Cayley et Boole, ils ont posé la question, ils se sont rendus compte que eh bien, l'histoire ne s'arrêtait pas là, et que si on regardait en degré supérieur, on voyait des choses assez curieuses. Donc je vais essayer de vous expliquer un résultat qui a été obtenu par ces deux gars. Hein, donc qui est vraiment le tout début de l'histoire des invariants. Donc regardons qu'est-ce qui se passe en degré 4. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, donc ça devient nettement plus compliqué, mais aussi intéressant, j'espère. Vous avez trouvé ça intéressant. Donc on prend un polynôme P de degré 4 cette fois, et je vais tout de suite l'écrire sous forme homogène. Donc un polynôme de degré 4, donc déjà il faut commencer à faire des petites... c'est bien de l'écrire avec des binômes, comme avec les coefficients binomiaux, parce que les formules seront plus simples, et les gens faisaient déjà ça à l'époque. Donc vous l'écrivez x plus a fois x puissance 4, donc les binômes, hein, 4 b x3y plus 6c x2y2 plus 4d xy3 plus e y4. Je me suis trompé? Et donc le théorème, enfin le résultat auquel ils sont arrivés, donc le théorème de Boole et Cayley. Je vous livre tout de suite le résultat. C'est qu'ils ont remarqué qu'il y avait deux invariants que vraiment on ne pouvait pas imaginer sans les calculer. Le premier, on l'appelle I, c'est AE moins 4BD plus 3C2. Hein, je vous laisse, j'ai aucune idée, à part le calcul, pourquoi ceci devrait être un invariant. C'est vraiment une sorte de chose curieuse. Et le deuxième, il est encore plus rigolo, c'est la formule suivante. Vous écrivez les trois premiers coefficients de votre polynôme, puis les trois qui suivent, puis les trois qui suivent. C'est comme ceci, BCD et CDE. Okay, et alors j'affirme que non seulement ces deux choses sont des invariants, c'est pas du tout évident. Deuxième chose, tout invariant est un polynôme en I et J, donc ce sont les invariants. Donc sont invariants. Et tout invariant est un polynôme en I et J. Donc c'est assez curieux. Et bon, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer au moins une partie, c'est pourquoi ils sont invariants.
Et après, je vous expliquerai un peu pourquoi ça nous intéresse, d'accord? Donc pourquoi c'est un invariant? Donc, preuve de l'invariance. Bon, c'est une preuve un peu expéditive, je n'ai pas envie de donner tous les détails, vous n'êtes pas là pour suivre un cours, c'est plus entendre parler de maths. Donc, comment on fait pour faire ça? Donc, il y a une astuce qui se justifie, mais géométriquement, mais je ne vais pas le faire, d'accord? Je vais le présenter comme une astuce. C'est de faire une sorte de changement de variable, c'est de remarquer que finalement, quand vous avez ces deux variables x, y et un polynôme de degré 4, vous pouvez réécrire tout en termes de 3 variables qui sont des carrés. Donc ça semble un peu un tour de magie, mais c'en est un d'ailleurs. Donc on pose u égale à x2, v égale à 2xy, et w égale à y2. D'accord? Et je vais remarquer que finalement, résoudre l'équation p de xy égale à 0, c'est comme résoudre un système de deux équations quadratiques. Résoudre une équation de degré 4, c'est comme résoudre deux équations de degré 2, mais en 3 variables. Alors ça semble un peu bizarre, mais vous allez voir que si vous calculez v au carré, vous avez 4 fois uw. Celle-là, elle était attendue. Donc effectivement, on a que v2 moins 4 uw est égal à 0. Et l'autre consiste simplement, donc d'accord, les variables sont faites pour ça, et l'autre consiste juste à réécrire le polynôme p avec les variables u et v. Donc au début, ça semble assez évident, donc on doit avoir a fois u au carré. Donc le plus 4bx3y, ça doit faire, si je ne me trompe pas, du 2b u v. Ok? J'essaie de faire le calcul en direct, alors je suis susceptible de me planter. Le 6c, lui, il est un peu... on peut l'avoir de plusieurs façons. Donc on peut avoir, par exemple, le x2, y2, on peut avoir comme du v au carré. Ça nous vend un 4x2, y2. Mais on peut aussi l'avoir comme du u fois w. Donc je peux, pour bien tricher avec vous l'écrire comme ceci. D'accord? Donc le 6, je le fais apparaître comme ça. Et puis il me reste quoi? Il me reste 2d vw plus e fois w au carré. Okay? Donc j'ai deux équations quadratiques en u et v que je dois résoudre simultanément. Donc écrivons maintenant. Donc il s'agit de deux formes quadratiques, en u, v, w. Et je vais écrire les matrices de ces formes quadratiques. Écrivons les matrices des deux formes quadratiques que vous voyez apparaître ici. Donc la première, je l'appelle grand A, la matrice, dans la base u, v, w, donc vous la voyez ici. Donc V2, ça donne un 1 au milieu. Et moins 4 uw, ça me donne un moins 2 ici et un moins 2 là. Je vous rappelle vos cours de L2, c'est ça, hein? On fait ça en L2. 3. Ça change tellement. L3. Bon, en tout cas, vous savez faire ça. C'est ça qui compte. Et B, ça va être la matrice plus compliquée ici. La matrice de la deuxième partie, donc elle est plus rigolote à écrire. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? AU2, ça donne un A ici. CV2, ça donne un C ici. EW2, ça donne un E là. Okay. UV, ça donne un B ici. Et ici aussi. Enfin bref. C'est la matrice bizarroïde du J. D'accord? Vous suivez? Donc, un petit calcul montre que vous avez deux matrices de deux formes quadratiques. Pour l'instant, je ne vous dis pas pourquoi je fais ça, mais ce que je vais regarder, c'est la chose suivante. Je vais faire une sorte de polynôme caractéristique, en prenant la matrice A comme la matrice identité. Ça semble absurde. Il y a de très bonnes raisons pour le faire. C'est-à-dire que je vais calculer le déterminant de lambda A plus B. Et après, je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne idée. Donc si vous faites le calcul, vous allez voir que le lambda A, de toute façon, ça va sortir un moins 4 lambda cube. Le terme en lambda 2, pour faire le calcul, ça fait 0.
Le terme en lambda, ça va donner comme par hasard moins lambda fois i, et le terme en lambda égale à 0, lui, je vous laisse calculer. Hein, vous faites lambda égale à 0, c'est comme si vous mettiez que la matrice B, et donc c'est le J. Okay. Donc, ce petit calcul vous montre que les invariants i et j sont les coefficients du espèce de polynôme caractéristique de ces deux machins que j'ai fait. J'ai fait de la cuisine jusqu'à présent, mais je vous ai fait apparaître les invariants i et j. Donc maintenant, un petit peu de justification pourquoi ceci est utile. Je ne vais pas donner trop de détails. Donc si... Donc ça, c'est un petit calcul que je ne fais pas, c'est assez immédiat. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe vraiment si on veut démontrer quelque chose? Donc si on fait une transformation linéaire sur x et y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, on va le changer en alpha x plus bêta y, et y, on va le changer en gamma x plus delta y, avec, comme toujours ici, j'ai envie de supposer que le déterminant vaut 1. Bon, mais si vous transformez x et y par des machins linéaires, alors il y a une transformation induite sur les variables u, v et w, qui est naturelle. Alors, u, qui est x au carré, va être transformé en alpha x plus bêta y au carré. Et ça va s'écrire sous la forme alpha 2 u plus, alors il y a un 2 mais je l'enlève, d'accord, donc ça fait alpha bêta v plus bêta 2 w, etc. D'accord, je ne vais peut-être pas tous les faire. Hein. Donc 2xy, ça va s'envoyer sur 2 fois alpha x plus bêta y, gamma x plus delta y. Vous me passez l'expression. Je vais pouvoir écrire comme ceci une matrice 3-3. En termes, je vais dire, à ma matrice alpha bêta gamma delta de 2, j'associe une matrice 3-3 dont les coefficients sont des expressions quadratiques dans la première. Ça, c'est ce qu'on appelle une représentation. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'une représentation de SL2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application qui est alpha, bêta, gamma, delta associe la matrice alpha 2, alpha, bêta, bêta au carré, etc. est une application de SL2 dans SL3. Un morphisme de groupe. Et c'est, en fait, si vous dites, enfin, il faut y penser suffisamment longtemps, mais en fait, il n'y a presque rien à démontrer. C'est fait pour ça, d'accord? Et quel intérêt en fait, ça explique un peu la justification de mon changement de variable. Je n'ai pas juste fait de la cuisine, je suis passé dans un autre espace. Donc on va la noter ρ, c'était ce morphisme. On voit que, enfin on constate que, eh bien si on transforme le polynôme P initial en P rongé, d'accord? C'est-à-dire que si vous changez tout, substituez tous les coefficients, vous remplacez x par alpha x plus bêta y et y par gamma x plus delta y, alors les coefficients du nouveau polynôme vont se mélanger dans un paquet pas possible, mais cela revient à ce niveau-là à conjuguer ici les matrices A et B par ρ de G. Donc je n'explique pas tout en détail, mais je vous laisse imaginer que c'est ça qui va se passer. Et, ça c'est une part, et d'autre part, la matrice grand A, la forme quadratique V2 moins 4 UW égale à 0, elle a une propriété quand même assez sympathique, c'est que si vous changez x en alpha x plus bêta y et y en machin gamma x plus delta y, vous voyez que cette forme quadratique, elle est préservée. C'est-à-dire que cette héros, donc A est préservé par la... Ça veut dire que ρ de G moins 1A ρ de G est égal à A pour tout G.
Donc ça veut dire en fait que ρ agit par isométrie par rapport à la forme quadratique donnée par la matrice grand A. Donc l'action, donc ρ de G est une isométrie. Pour la matrice, pour la forme quadratique grand A. Donc la conclusion, c'est qu'en notant donc, A' et B', les matrices qu'on obtient une fois qu'on a transformé P en P rongé, obtenu après transformation, on a eh bien, que le déterminant de A', lambda A' plus B', comme A' et B' sont conjugués à A et B, ben c'est égal, hein, la conjugaison préserve le déterminant, c'est égal au déterminant de lambda A plus B plus B, mais ça, A' c'est égal à A, donc ça c'est le déterminant de lambda A plus B' est égal au det de lambda A plus B. Donc B' contient les coefficients du nouveau polynôme. Et B contient les coefficients de l'ancien. On vient de montrer, en agitant un petit peu les mains, que ces deux polynômes étaient les mêmes, donc les coefficients sont les mêmes, donc I et J sont des invariants. Hein, donc ceci, il faut y réfléchir pas mal, mais ça prouve effectivement que I et J sont des invariants. D'accord ? Bon, je ne veux pas vous donner plus de détails, sinon ça alourdirait beaucoup mon discours. J'ai combien de temps là? J'ai commencé à quelle heure? Je ne sais plus. J'ai au moins un quart d'heure. Oula, mais j'ai raconté la moitié de mon exposé. Même pas. Donc, bon, je vous ai donné des détails pour que vous voyez un peu le genre de maths, le genre de technique qu'on utilise, algèbre linéaire essentiellement. Et bon, je vais raconter en détail. Donc en fait, ce sont les seuls invariants. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, le polynôme delta, enfin le discriminant, ça existe aussi en degré 4, la même formule. Puisque delta est aussi un invariant, ça doit être un invariant, ça doit être un polynôme en I et J. Et alors la formule, c'est I cube moins 27J2. D'accord? Donc c'est vraiment, c'est explicite, on peut tout calculer. Et que se passe-t-il en degré supérieur? Donc ce qui est étonnant, c'est que, en fait, ce n'est pas Cayley et Niboulle qui ont trouvé les invariants en degré 5, par exemple. Donc c'est un Français, dont vous avez certainement entendu le nom, un certain Hermite. Donc ça date de 1850, dans les espaces hermitiens, okay, qui, bon, c'était un peu l'ère du temps de calculer les invariants, et il a résolu le problème du degré 5. Alors du degré 5, à votre avis, il y a combien d'invariants 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, ce qu'il montre, et ça reste à peu près inabordable par le calcul, ça reste extrêmement compliqué, il montre qu'il existe des invariants. Enfin, par le calcul, hein. Donc on les appelle I4, I8, I12 et I18. Donc il existe 4 invariants. 4, 8, 12 et 18, ce sont le degré de chacun de ces invariants. Tel que tout invariant est un polynôme en ces 4 invariants. Je ne vais pas tout écrire parce que j'ai plus le temps. Et il remarque que en fait, ce n'est pas des polynômes en ces 4 invariants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas indépendants. Alors, ça veut dire que c'est pas des... ils sont pas indépendants algébriquement. Ça veut dire que ceux-ci sont... L'algèbre engendrée par I4, I8 et I12, c'est une algèbre de polynômes à 3 variables. I18 satisfait une équation quadratique par rapport aux 3 autres. Donc ça commence à être un peu compliqué. D'accord ? Donc ceux-là sont algébriquement indépendants. Et celui-là a une relation quadratique. D'accord ? Donc vous commencez à voir un peu, ça se complique. À votre avis, de nos jours, avec l'aide de l'outil informatique, on arrive à déterminer l'algèbre des invariants jusqu'à quel degré ?
Bon, c'est un peu... Enfin, on a tendance à croire que... Enfin, c'est du calcul, d'accord? Il y a quand même beaucoup de calcul là-dedans. On va se dire que... Bon, il faisait tout à la main. Maintenant, on sait calculer des déterminants de matrices de plusieurs centaines de milliers d'entrées. Donc, on va quand même arriver loin, non? Ouais, la réponse est de cet ordre-là. En fait, malgré tout, on arrive de nos jours à déterminer l'algèbre jusqu'à degré 12. Okay, donc c'est inconnu à partir du degré 13. Donc c'est extrêmement compliqué de déterminer l'algèbre des invariants. Et parce qu'évidemment, il s'agit de faire une infinité de calculs, c'est pas juste de... Enfin bref. Donc qu'est-ce que je peux raconter dans les quelques 10 minutes qui me restent, parce qu'il faut quand même que je fasse des choix assez drastiques. Ouais, donc je vais essayer de vous raconter... Bon, il y a un truc que je vais devoir laisser tomber. Donc je vous dis d'abord qu'est-ce que j'oublie de raconter. C'est ce qu'on appelle la formule de... Donc ça, je vous dis que c'est très compliqué, inconnu à partir de degré 13. Et pourtant, il y a une formule, que je voulais vous démontrer, mais là, clairement, je n'aurai pas le temps de le faire, qui est due à Cayley et Sylvester, qui calcule la dimension. Donc la somme, je vous la donne quand même parce qu'elle est quand même très jolie. La somme des dimensions des invariants de degré k des polynômes de degré d. Je vais faire une série génératrice, d'accord? Les invariants de degré... Je vais calculer non pas la dimension des invariants de degré k, mais la somme de la dimension de degré k fois t puissance k. Donc en fait, Cayley et Sylvester ne connaissaient pas la structure de l'algèbre, mais ils étaient capables de calculer sa dimension, en toute dimension, en tout degré. Et la formule, elle est assez remarquable, donc je vais la donner parce que je la trouve jolie. C'est le résidu en q égale à 0 de q moins 1 moins q divisé par 1 moins q puissance d fois t. Et vous multipliez q puissance d moins 2, q puissance d moins 4, etc. jusqu'à arriver à 1 moins q puissance moins d fois t. Ok, donc ça fait un espèce de truc comme ça. Vous développez tout ça en puissance de q, et puis vous chopez le coefficient résidu, ça veut dire, si vous faites la complexe, vous savez que c'est le coefficient de q inverse, de 1 sur q. D'accord? Donc c'est joli d'écrire sous forme de résidu, mais c'est pas comme ça qu'on les calcule. En tout cas, vous avez une formule tout à fait fermée qui vous donne la dimension des invariants. Et cette formule, elle est accessible, j'ai prévu de vous la démontrer. Elle est tout à fait... c'est pas très très compliqué de le démontrer. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est de vous expliquer un peu l'interprétation géométrique. Et surtout la motivation. Donc là, vous allez me dire, bon, c'est étonnant cette histoire d'invariant, mais qu'est-ce qu'on calcule, qu'est-ce qu'on décrit? À quoi ça sert de calculer les invariants d'un groupe, enfin de polynômes par rapport à une action? En fait, c'est le début d'un type de question qui est tout à fait général, et qui est encore très à la mode dans les maths aujourd'hui, qui concerne en fait les quotients en géométrie algébrique et les espaces de modules en général, espaces de modules de tout un tas d'objets de géométrie algébrique. Donc je vais essayer de vous donner juste, dans ce cadre-là, qui est le tout début de la théorie, qu'est-ce que j'entends par là. Donc je vous rappelle que, tout polynôme de degré d s'écrit comme un produit de forme linéaire. I égale à 1 jusqu'à d. Donc maintenant, ce produit, il est presque unique. C'est-à-dire que comme les racines d'un polynôme sont uniques, elles sont uniques juste à un ordonnement près. Vous pouvez les écrire dans le sens que vous voulez. Et ici, il y a aussi un petit piège, c'est que les formes linéaires ne sont pas vraiment uniques au sens où je peux multiplier une forme par 2 et diviser la suivante par 2. Donc il y a une sorte d'homothétie qui joue, qui est le grand jeu de la géométrie projective. Donc on veut toujours considérer les objets à un scalar près. Donc notons... Donc, tout le monde a déjà vu un espace projectif ou non? Non. Bon, en tout cas, c'est mon sujet maintenant. Je vais appeler P1 de C l'ensemble des droites de C2, une droite vectorielle. Donc pour paramétrer une droite de C2, ça veut dire qu'il faut juste donner un vecteur directeur.
alpha, bêta, et le considérer à un scalar près. Donc pour que ce soit très concret, je vais juste distinguer le cas où bêta, donc si bêta est différent de 0, eh bien je peux normaliser ce vecteur pour qu'il soit de la forme Z1. On l'écrit. On a D égale l'espace vectoriel engendré par un vecteur de la forme Z1. Et si bêta est égal à 0, bah, ça veut dire que c'est le vecteur engendré par 1, 0. Donc en fait, il me manque juste une droite dans mon histoire. Sinon, D égale vect de 1, 0. Hein, donc vous voyez que c'est P1 de C, c'est C, parce que c'est ce Z ici, auquel j'ai rajouté un point que j'appelle l'infini. D'accord, donc P1 de C, en fait, c'est ce qu'on appelle la droite projective, ou c'est la compactification de C, c'est C union à l'infini. Donc, quel intérêt là-dedans, en fait, c'est que... Qu'est-ce qu'on a fait? C'est juste qu'on a... Quand on a homogénéisé, on a considéré que notre polynôme, il avait ses racines dans C, d'accord, les racines que vous connaissez, mais il peut éventuellement avoir pour racine l'infini, qu'on a rajouté dans l'histoire. Donc, comment on fait ça, en fait? Donc, un polynôme P à un facteur près correspond un ensemble ker de L1. Donc, je regardais le noyau des formes linéaires, LD. Okay. Donc, le noyau des formes linéaires, ça me donne autant de droites vectorielles. Et si je connais ces noyaux, ben, je connais la forme linéaire à un scalar près. Et donc, je connais le polynôme à un scalar près. Donc, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire, se donner un polynôme modulo un scalaire, c'est pareil que me donner des éléments dans P1 de C. Hein, donc ça, je vais appeler ça P indice D de C, de P1 de C. Donc qu'est-ce que c'est que cette notation ici? C'est l'ensemble des parties à D éléments, mais avec multiplicité. C'est-à-dire que je peux considérer qu'un point compte double. Hein, donc ça, c'est les parties à D éléments. Avec multiplicité. Donc finalement, un polynôme, c'est pareil qu'une partie, bah, vous le savez depuis longtemps, d'accord, un polynôme de degré 3 dans C, finalement, si vous connaissez ses racines, bah, vous connaissez le polynôme. Je suis juste en train de me placer dans un cadre plus projectif. Okay, donc je rajoute l'infini dans l'affaire. Et maintenant, les invariants. Donc imaginons qu'on ait trouvé I1 jusqu'à IK, comme dans le cas du degré 5, d'accord, I4, I8, I12, I18, que j'ai un ensemble générateur des invariants, une famille génératrice. Des invariants des polynômes de degré D. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une construction un peu curieuse, c'est-à-dire que je vais prendre un polynôme, donc je fais un polynôme VD, je ne prends pas le polynôme 0, hein. Et donc je peux considérer finalement l'image, enfin chacun de ces invariants, d'accord? Je prends le premier invariant, le deuxième invariant, le troisième invariant, je les note comme ceci, I1 de P, pardon, I1 de P jusqu'à IK de P. Donc j'arrive dans C à la puissance K. Donc je vais considérer l'ensemble des valeurs prises par l'ensemble des invariants pour ce polynôme P. Bon, ça semble un peu bizarre, mais ce que je suis en train de faire, c'est un passage au quotient. Je vais vous expliquer comment on fait le quotient par SL2 de C. Mais je le fais à la façon 19e. Donc j'ai un petit... C'est-à-dire... Donc vous observez que cette application phi, là, c'est clair pour tout le monde ce que c'est que ce truc, hein, j'évalue tous mes invariants, le i et le j par exemple. Alors j'affirme que phi passe au quotient par l'action de SL de C, parce que par définition, hein, I1, IK, ce sont des invariants. C'est-à-dire que si je change P en P rongé, bah, j'ai la même chose. Donc ça veut dire que ici, hein, si je m'amusais à faire des quotients, je peux dire que phi induit quelque chose de type
V indice D privé de 0 modulo SL de C dans C puissance K. Et on pourrait se demander si cette application est injective, etc. Enfin, si on a vraiment... Donc en fait, ce qui est amusant, c'est que pour les gens du 19e, et les géomètres du 19e, finalement, qu'est-ce que c'était que le quotient? La notion de quotient telle qu'on vous l'apprend n'existait pas vraiment. Enfin, le quotient par une relation d'équivalence, c'est quelque chose qui est assez tardif en maths. Et le quotient, finalement, c'était l'image de cette application, par définition. C'est-à-dire, prenez toutes les fonctions invariantes par le groupe, ordonnez-les, mettez-les, faites une liste, et regardez l'image de votre espace de départ par cette application. Son image, par définition, c'est le quotient. Okay, donc l'image de phi tilde est le quotient. J'ai envie de dire le quotient 19e, d'accord, de P indice D de C par SL2 de C. C'est-à-dire, je prends les parties à D éléments dans P1 de C, et je regarde l'action de SL de C là-dessus, et je fais le quotient. Alors ce quotient 19e, ce n'est pas le même quotient que le quotient 21e siècle ou 20e siècle, mais en fait, ce que je trouve amusant, c'est que c'est toujours le quotient de la géométrie algébrique. C'est ce qu'on appelle le quotient algébrique. Mais c'est le quotient dit algébrique. Donc il a des bonnes propriétés, c'est pas vraiment, il n'est pas aussi bien que le quotient que vous aimez, il n'y a pas exactement un élément par classe d'équivalence, mais il a des meilleures propriétés du point de vue de la géométrie algébrique. C'est que l'image de cette application, c'est une variété algébrique, et du coup, on va pouvoir étudier en tant que sa géométrie, etc., etc. Donc j'imagine que j'ai vraiment épuisé mon temps. Donc je vois juste... Non, mais juste une minute... Juste quelques petites remarques toutes simples pour revenir un peu à I et J, à quoi ça peut bien servir en pratique, quand même, j'aimerais bien... Donc, par exemple, est-ce que... le discriminant, ça sert à quoi, au moins au lycée? Ça permet de savoir si les racines d'un polynôme de degré 2, disons à coefficient réel, sont réelles ou complexes. C'est intéressant de savoir ça. Si vous avez un polynôme de degré 3, vous savez que, réel, hein, il a toujours une racine réelle. D'accord? Je ne fais pas le coup des valeurs intermédiaires. Mais il peut avoir, en plus, il peut avoir 3 racines réelles ou il peut avoir 2 racines complexes conjuguées. Okay? Alors je vous laisse réfléchir à la formule que je vous ai donnée sur le discriminant, le produit des déterminants de Li et J au carré. Et vous réfléchissez et vous vous rendrez compte que le signe du discriminant d'un polynôme de degré 3, le signe de delta, suivant qu'il est positif ou négatif, va déterminer si effectivement les 3 racines sont réelles, ou il y a une racine réelle et 2 complexes conjugués. Le signe de delta détermine si les racines sont réelles ou pas. Donc on pourrait quand même imaginer que les invariants, ça peut au moins servir à savoir si vous avez un polynôme réel, est-ce que ces racines sont réelles ou pas. Et par exemple, voilà, vous avez un polynôme de degré 4, qu'est-ce qui peut se passer à votre avis? Donc un polynôme de degré 4, quels sont les cas de figure? Hein, donc, bon, il y a essentiellement 3, enfin si on oublie la racine multiple, il y a 3 possibilités, il peut avoir 4 racines réelles, il peut avoir 2 réelles et 2 conjuguées, il peut avoir aucune racine du tout, vous prenez x4 plus 1. Et on peut se demander, est-ce qu'avec les invariants, on peut savoir si un polynôme de degré 4 a toutes ses racines réelles ou pas, enfin distinguer toutes ces possibilités. Okay? Et la réponse est... bon, on va dire que c'est un exercice, je vous laisse réfléchir. Mais dans ce que j'ai raconté, il y a tous les éléments pour répondre. Okay? Et je préfère ne pas vous le dire parce que sinon... je vais vous laisser avec une petite insatisfaction. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Vous aviez dit
pour le cas pour les polynômes de degré 5, Ouais. qui avait 4, il y avait I4, I8, I12 et I18, et vous avez dit que I18 était en relation Quadratique. avec les trois autres. C'est quoi la différence avec le fait d'être un polynôme dans les trois autres? C'est pas un polynôme dans les trois autres, sinon je ne l'aurais pas écrit. Mais c'est que, en fait, il y a une relation de type I18, je ne sais pas où l'écrire. C'est très simple, c'est une relation comme ça. En fait, I18 au carré, plus un certain polynôme en I4, I8, I12, fois I18, plus un autre polynôme en I4, I8, I12, est égal à 0. Et c'est en fait, c'est la seule relation. Donc tu ne peux pas vraiment l'oublier, mais presque. Et c'est cette structure-là, la structure d'algèbre, qui est impossible, enfin qui est très difficile à déterminer en degré supérieur. Les générateurs et les relations. Ce que Sylvester appelait les 6 IJ. Les relations, les 6 IJ. Donc il y a une légende qui raconte que Sylvester, très prolifique, a inventé beaucoup d'objets mathématiques, et leur donnait tous un nom qui commençait par SY. Donc, et il y en a beaucoup, en fait, si vous regardez, c'est assez amusant. Il y a beaucoup de choses très belles, d'ailleurs. Ouais. On a des idées quand même sur le nom d'un variant. Est-ce qu'on a des bornes, par exemple? Alors, comme je disais au début de mon exposé, je ne suis pas du tout expert de ce sujet. J'ai quand même regardé quelques papiers et je crois qu'effectivement, on sait borner supérieurement le nombre. On a une idée assez précise du nombre de générateurs qu'il faut. Mais bon, les papiers sur le sujet, c'est des papiers, voilà, vous voyez des tas de formules en disant on a réussi à faire le degré 9. Et vous voyez, il faut 62 invariants. Enfin bref, c'est des choses. Ça fait. Bon, je pense que c'est intéressant, mais c'est quand même difficile de rentrer dedans. Donc je ne peux pas répondre avec précision à la question. Oui. J'ai pas trop compris l'interprétation géométrique, quelle était la conclusion du passage au quotient. C'est que en fait les invariants. Alors j'ai pas eu le temps, j'ai insisté moins que j'aurais voulu. C'est que en fait cette algèbre, l'algèbre des invariants, c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire les générateurs et les relations. Donc c'est un système d'équations polynomiales. Et géométriquement, quand on a comme ça un système des invariants avec des équations, ça définit un certain sous-ensemble de C puissance quelque chose. C'est un lieu d'équations polynomiales. C'est une variété algébrique qui est en fait c'est la chose qui nous intéresse. Et cette variété algébrique, en fait, on y pense comme le quotient de cet espace P indice D de P1 de C par SL de C. Donc c'est... Je ne sais pas si c'est plus clair, mais... Bon. Mais c'est un cas d'école, en fait, d'une grande branche des mathématiques qui consiste à construire ce qu'on appelle les espaces de modules de tout un tas d'objets. Donc ce que j'ai fait ici pour les polynômes de degré D à 2 variables, évidemment, on peut le faire pour des polynômes avec un nombre quelconque de variables, ça devient juste encore plus compliqué. On est bloqué encore plus vite, mais c'est très intéressant. Et puis on peut considérer des systèmes d'équations de plusieurs variables. Enfin, la littérature est très grande, et ça c'est juste une toute petite porte d'entrée du sujet. D'autres questions? Donc, merci beaucoup à Julia.